Pour l'enfant américain né un 4 juillet, la grande histoire surgit pendant un défilé. Tandis que les pétards font sursauter les vétérans en fauteuil, l'enfant sur les épaules de son père voit quelque chose. Oliver Stone lance la musique et ralentit l'image pour nous montrer ce qu'il voit. Quelque chose qui cloche, un détail dans le cortège, qui fait tache. Le corps mutilé, le corps détruit, le visage fatigué d'un ancien combattant. La fête nationale réveille la violence de guerre. La tâche dans le grand récit que l'Amérique se fait d'elle-même, c'est le sujet de presque tous les films d'Oliver Stone. Plus tard, l'enfant devenu vétéran d'une autre guerre, le Vietnam, participera à un autre défilé. Lui aussi sursautera à chaque explosion de pétards. Toute l'œuvre, ou presque, d'Oliver Stone a le souci de l'histoire. Comme si le geste du cinéaste, c'était surtout, de raconter l'histoire de son pays. La moitié des films reviennent sur le passé, sur quelques grands événements, la guerre du Vietnam en tête. Oliver Stone y a participé en tant que soldat, et il l'a raconté dans 3 films, Platoon, Né un 4 juillet, et Entre ciel et terre. Il y a l'assassinat de Kennedy, dont il reprend l'enquête dans JFK, son film le plus célèbre, la révolution des paysans contre les dictatures fascistes d'Amérique centrale dans Salvador, montrée à travers le regard des reporters de guerre américains, et bien sûr, les attentats du 11 septembre 2001 à New York, racontés heure par heure dans WTC. Stone a aussi fait beaucoup de portraits, c'est l'autre versant de son œuvre historienne, le biopic, la biographie. Jim Morrison, l'idole de sa jeunesse. Richard Nixon, sans doute son ennemi préféré. Et puis 2 personnages des années 2000, une figure repoussoire, George Bush fils, dans W, et un nouveau héros, Edward Snowden, lanceur d'alerte. Yes. Oliver Stone a même réalisé un péplum. Dans Alexandre, il nous plonge dans le 4e siècle avant Jésus-Christ et commente l'Amérique des années 2000 au miroir de l'Antiquité. Il suffit de remplacer le mot grec par le mot américain pour comprendre le message. It has always been our Greek dream to go east. Mais pourquoi une telle obsession pour l'histoire? Eh bien d'abord parce que Stone passe par la grande histoire pour se raconter. En racontant l'Amérique, il se raconte. Le geste initial est autobiographique. Platoon raconte sa 2e naissance et peut se lire comme un album de famille. Il y a les frères d'armes qui l'initient à la marijuana sur fond de Jefferson Airplane. C'est le peuple versant démocrate. Et puis il y a les camarades d'en face qui préfèrent l'alcool, le drapeau sudiste et la musique country, bref, l'Amérique républicaine. Il y a surtout 2 hommes, 2 pères symboliques. Platoon est une psychanalyste sauvage. Le mauvais père, Tom Berenger, sergent Barnes, ultra-violent. Et puis le père idéal, le sergent Elias, Willem Dafoe, modèle philosophique pour Taylor. Son agonie est le climax du film et la morale de l'histoire selon Oliver Stone. Chaque œuvre désormais racontera la perte de l'innocence, première victime de la guerre. Dans Né un 4 juillet, la vie de Ron Kovic reprend la même trajectoire que celle de Taylor dans Platoon, de la croyance à la désillusion. D'abord les rues de l'Amérique triomphante, l'American Dream dans sa version 50s, croyance dans les vertus de la propagande républicaine, se battre au Vietnam, et puis le retour à la maison, après la guerre, dans la chambre d'enfant, entre le corps de l'athlète et celui du vétéran, Kovic constate la mort de l'Amérique. Le contre-champ de cette désillusion, c'est la contre-culture des années 60. Stone la célèbre dans The Doors, éloge de Jim Morrison, un autre ami de la famille, un contre-pouvoir à lui tout seul, comme une fièvre qui ravage l'Amérique conservatrice quand le Summer of Love de 67 oppose au Pentagone la beauté et le pouvoir des fleurs, quand les manifestants anti-Vietnam dérangent les défilés officiels. La contre-culture, antidote au règne de Nixon, le président monstre qui a plongé le pays dans l'impasse vietnamienne. Dans son biopic à charge, Oliver Stone filme la Maison-Blanche comme un hôpital inquiétant, et son hôte principal comme un fou paranoïaque, une sorte de Néron égaré et malade dans l'immensité de son palais. C'est d'ailleurs en racontant l'empereur le plus célèbre de l'Antiquité que Stone a raconté le versant sombre du pouvoir, la folie des grandeurs, le désir de guerre comme projet politique. Alexandre sur son cheval bucéphale et les batailles d'hier comme une introduction aux violences à venir, dont le cinéma de Stone est un condensé visuel.
Les bombardements au Vietnam, célébrés dans les clips de l'armée américaine. La première guerre du Golfe en 1991, sur décision de Bush père, en direct sur CNN. La seconde guerre du Golfe, 13 ans plus tard, sur décision de Bush fils, un autre Vietnam, en direct sur Fox News. Comme pour beaucoup de cinéastes américains, l'histoire est un cycle de violence. Oliver Stone les filme comme un reporter sur le terrain. Contre les vérités officielles, il faut révéler les massacres d'État. Charniers à ciel ouvert dans Salvador, villages paysans incendiés par les GI dans Platoon, déplacements forcés des civils. Et pour faire ce travail de journaliste historien, Stone aime se plonger dans les images d'archives. Il y en a beaucoup dans son œuvre. Elles sont mises en scène comme un personnage, intégré à l'intrigue, souvent diffusé à la télévision. Dans Né un 4 juillet, la famille assiste religieusement à un discours télé de Kennedy. À l'hôpital, le soldat blessé découvre à la télévision comment le désordre gagne l'Amérique. Dans JFK, les archives constituent la matière première du film. C'est dans un bar et devant la télévision, encore, que Jim Garrison et les clients apprennent la mort du président. Premières images d'actualité qui vont revenir à intervalles réguliers dans le film, soit dans leur intégrité, sans être modifiées par Stone, funérailles de John Kennedy à Washington, regardées à la télévision, encore une fois, soit retouchées par le cinéaste, qui construit alors sa propre version de l'histoire et s'attire par la même occasion la réputation de grand manipulateur. La mort de Lee Harvey Oswald, par exemple, dans JFK, avec images en noir et blanc à gros grains et caméra tremblée, pour faire plus vrai. Où est l'archive originale? Où est l'image refaite? Chez Stone, l'archive est une matière à explorer. Dans JFK, c'est l'énigme première qu'il faut déchiffrer. 3 heures et plus pour lire, relire et rejouer jusqu'à épuisement les 26 secondes de cinéma qui ont changé l'Amérique, le Super 8 amateur de Zapruder, disséqué au tribunal par Jim Garrison, pour découvrir la vérité. Dans Nixon, Stone incruste une image de bombardement dans le dos du président, tandis qu'il fait face au monument Lincoln. L'archive matérialise alors la mauvaise conscience de l'Amérique. Comme l'Indien qui vient hanter les soirées mondaines de Jim Morrison et rappelle le crime originel des États-Unis. C'est la même idée dans Tueur né, quand les images du XXe siècle sont projetées derrière les fenêtres de la chambre. Tandis que Mickey et Mallory essaient de faire l'amour, c'est comme si les images d'horreur les avaient contaminés et accompagnaient leur folie criminelle. Comme si le pays n'était plus qu'une salle obscure projetant les violences du monde. En exhibant l'ultra-violence jusqu'au dégoût, Tueur né retourne et inverse les mythes fondateurs de l'Amérique. La route, promesse de liberté, devient son contraire. Un cauchemar débile, criminel et sans fin. C'est la même morale à la fin de Platoon, quand le soldat Charlie Sheen reprend le chemin du retour en hélicoptère et qu'il n'y a plus rien à voir en bas qu'un cratère plein de cadavres. Que reste-t-il de l'Amérique à ce moment-là? Une crise de larmes, un deuil sans fin, et sans doute un des plus beaux monologues de l'histoire du cinéma. I think now, looking back, we did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us.